Bien, bonjour tout le monde. Je là, nous allons parler d'Eugène Plumasso. C'était un monsieur qui était aimé pour lui en l'eau. Donc, nous avons moi des conseils. Et c'est comme ça que nous avons invité les autres à découvrir le livre qu'il a écrit ici pour lui. Un extrait du roman d'Eugène Plumasso, Savinien et Monique, Les chemins de l'engagement. À 16 ans, il fut mis en apprentissage chez un ami de son père. Il est resté 3 ans, puis il est rentré à l'usine. Il n'était pas fortiche le travail, ni bien payé, mais je gagnais ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème. Quel problème? Oh sacré bab! Pendant la récolte, j'étais affectée à l'entretien des générateurs. Combien de fois j'ai dû pénétrer à l'intérieur de ces fours, m'exposant en sortant à un refroidissement. J'étais jeune, je ne voyais pas le danger. Au bout, il y avait la paye. Or, je fréquentais déjà Paulette et je pensais au mariage. Le contremaître de mon car, brandissant la menace d'une suspension ou d'un renvoi, avait pris l'habitude d'exiger de ces hommes, à chaque quinzaine, la ristourne à son profit d'une journée de travail. Un certain temps, cela a duré. La colère au cœur, comme les autres, j'obtempérais. Et puis un jour, je me suis élevée contre ce vol. J'ai exigé la totalité du fruit de mon travail. Je me suis plaint à M. Paxeller. Le contremaître a nié, a crié à la diffamation inadmissible. Les autres ne m'ont pas soutenu. Ils préféraient perdre une journée plutôt que leur emploi. Et le syndicat? Le syndicat n'était pas bien implanté. Il commençait de l'être. Les patrons étaient vraiment les maîtres. Il y avait un homme solide aux côtés des ouvriers, Siméon Pioche. Il dénonçait dans l'étincelle les bilans truqués et les sans-visage. Les usiniers l'avaient balancé. Alors, ma parole ne valant pas celle du contremaître, j'ai été priée de présenter des excuses. J'ai refusé cette humiliation parce que je ne mentais pas. J'ai été renvoyée. J'ai appris par la suite que le contremaître avait cessé son manège. J'avais payé cher, mais fait rétablir la justice. Dans ce passage, Eugène nous parle d'une situation de l'époque. Quel est ton ressenti après ta lecture? Je trouve qu'il rend bien compte de la situation. À l'époque, c'était comme ça. On accepte, on baisse la tête, on prend sa paye et on s'en va. Eugène Plumasso est né le 18 novembre 1926 à Bordeaux. Docteur en chirurgie dentaire, titulaire de la maîtrise de droit, il est un militant et un écrivain. Il a collaboré à plusieurs journaux. L'Étincelle de 1955 à 1966, La Vérité de 1967 à 1972 et le journal L'Indépendance. Eugène Plumasso fut membre actif du Parti communiste guadeloupéen. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. L'œuvre d'Eugène Plumasso est profondément nourrie à l'autobiographie. Belle bonjour, il y a Lilian. Ça va, merci, Andy. Monique et Savinien, Le chemin de l'engagement de Eugène Plumasso. Dans son œuvre de fiction autobiographique, Monique et Savinien, Eugène Plumasso nous relate une romance à distance dans les années 1961. C'est à ce moment, comme pour concrétiser son rêve, que lui parvint un jour de mai 1965 une lettre de Monique. Paris-le. Mon amour, mon lent silence n'est pas le fait de mon subit désintérêt, mais les circonstances de notre dernière entrevue ne m'ont pas laissé l'occasion de te demander tes coordonnées. La rencontre de notre ami Cyprien
il y a 2 jours, fut pour moi une aubaine. C'est par lui que je connais ton adresse. Dans le cas de mon père, il ne conçoit pas que l'amour de sa fille, que l'époux de sa fille ne soit pas issu d'une grande famille. Un jour, Savigny se surprit à griffonner machinalement quelques mots qu'il adresse à Monique à son pensionnat. Toulouse, le 7 février 66. Ma chère Monique, je t'écris de Toulouse où je suis inscrit en agronomie. J'ai mis beaucoup de temps à m'installer à peu près convenablement. Je bûchais sérieusement. Or, voilà une semaine que l'automne balaie avec une violence extraordinaire la région de Toulouse. Avec le gel, le froid s'est mis de la partie. Aujourd'hui, j'ai véritablement le vague à l'âme. Calfeutré dans ma chambre, j'entends à peine les bruits du dehors. C'est comme si le monde avait cessé de vivre. Je n'arrive pas à me concentrer sur un cours rébarbatif de zootaxi. Mon esprit vagabonde. Et oh, surprise, voici qu'elle lui répondait par une lettre enthousiaste qui l'absolvait de son long silence. Savigny, mon amour, l'an dernier, j'ai ressenti moi-même l'impétueux besoin de t'écrire à Marie Galante. Ma lettre étant restée sans réponse, j'en ai déduit qu'elle ne t'a pas touché. Aujourd'hui, c'est fête dans mon cœur. Ta lettre, malgré ton mélancolique et la tristesse passagère qui est tienne, m'a apporté le soleil et le feu de notre Rome. Qui ont ressenti ces extraits de ça? On voit que Monique, elle écrit Savigny par l'intermédiaire d'un ami en mai 65. Savigny reçoit la lettre, mais il est réservé, il garde une réserve et par la suite, il est parti à Toulouse pour des études en agronomie et il répond à Monique en 66, en février 66. Donc on sent que, bon, la fierté de l'homme. On va sentir en retenue. Voilà, même malgré que l'amour le brûle son âme, quoi, mais il a la retenue. Il n'est pas pressé. Donc, Eugène Plumasso retranscrit un sentiment là, ça, dans les critiques là, c'est ça, on va sentir. Oui. Léon Poulat, le groupe qui fréquentait, initié Eugène Plumasso. Est-ce que vous pouvez nous des petits mots à ces Eugène? Qui est Eugène derrière vous? Alors déjà, rétroactivité, c'est pour assez clair, Eugène Plumasso fréquentait case à fond bien moins parce que c'était pour à pas pour moi. C'est pour ça qu'on est dit, on est dit, à part de façon personnelle, on a tenu une relation assidue éveil. C'était un militant guadeloupéen qui était très engagé, très engagé, et surtout avait un côté particulier que pour entendre nous qui parler d'être patriote engagé, mais la question de la sincérité, son problème. Et Eugène Plumasso, c'est un peu sincère, avec conviction. Et il va pas dévier ces questions-là, même si c'est un monde qui était quand même ouvert à la discussion, mais si idéologie politique, si conviction politique, il n'y a pas beaucoup qui était dévié parce que c'est un convaincu et qui va gêner. Voilà. Et si ça, en radio, il faut dire bravo parce que son qualité qui est rare à la politique. La qualité d'un engagement sincère, son putain qui est relativement rare. Il est aujourd'hui un Guadeloupéen qui est engagé en politique et qui a une sincérité de droit ça. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut approuver. Alors ça c'est pour lui. Et puis, c'est un monde qui justement a relativisé en l'eau, puisqu'il était une expérience de la vie qui était
relativement profonde, puisqu'il connaît pratiquement tous les bitins qui étaient nés de mai 68 à problème à mai 45 qu'ils vivent à Port-Louis, avril, les événements d'avril, qu'ils vivent à Port-Louis, il vit sa petite, il relate l'histoire à Communaï, comme grand historien relaté. Et donc, c'est comme un personnage important dans Commune Port-Louis. Et vraiment, il conviendrait bien à titre là, ça, d'honorer. Oui, c'est pour ça que je donne là pour honorer et côté marqué, parce que c'était un bouquin qui a marqué, il fait des bons bouquins, des bons livres pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, qui livre à Etienne qui m'a marqué plus? Pour lui et les écrits qu'il fait, alors pas forcément le livre, hein, pour lui parce qu'on a connu pour lui à travers le livre. J'ai invité d'ailleurs tout jeune monde qui disait connaître l'histoire, qui bonne histoire en communauté. Oui, il livre ça. Ça c'est un livre qui sous-disait vraiment plongé de façon il y aura de dialectique. C'est histoire pour lui. Mais il faut lire ça. Et ça qui est intéressant dans ça, c'est qu'on a une analyse qui a faite, mais on va trouver une forme d'objectivité quand même dans ça qui a passé, même si derrière ça, on va voir qu'il y a un guide quand même intellectuel qui a cadré, mais non démarche intellectuelle qui a cadré, puisque quand même les jeunes se sont beaucoup engagés, mais il y a une forme aussi d'objectivité, et c'est pour ça que c'est des qualités que Bougassani qu'on va trouver systématiquement à Katoum. Nous avons Maryse qui a mis un extrait à pouvoir de l'implémentation pour lui qui est réuni. Pourquoi on choisit l'extrait là, ça, Maryse? Parce que c'était un extrait qui rappelait moi, il a parlé des Beauport, et puis de fermeture à Beauport. Et comme Beauport c'était pour moi économique pour lui, donc c'est tout à fait normal qu'on choisit partir là ça. Mais nous racontons. Alors, il y a chapitre 7, autour de la fermeture de Beauport. La SOB était une affaire qui marchait bien. Les bénéfices avoués par la société furent de 52 720 000 francs en 1957, 55 535 000 francs en 1958, 170 212 000 francs en 1959. La prospérité des trois sociétés métropolitaines sucreries d'outre-mer, d'Arboussier, SOB, était le résultat d'une concentration poussée conduisant à l'écrasement des sociétés moins fortes. Petit à petit, ces phénomènes de concentration et de concurrence capitaliste aboutissaient à la disparition de la participation guadeloupéenne dans la production sucrière. L'industrie sucrière en Guadeloupe n'était pas guadeloupéenne. Elle était métropolitaine d'abord, martiniquaise ensuite. En 1960, lors de l'Assemblée générale des actionnaires de la SOB, elle était classée parmi les plus belles affaires du siècle. Le désengagement des usines de Beauport fut décidé vers la fin des années 60. De plus, des considérations découlant de la conjoncture française et internationale s'annonçaient défavorables. Irréversibilité des avantages de la canne par rapport à la betterave. Situation économique et financière de la France difficile. L'État ne serait plus en mesure de continuer avec la même promptitude ni la même largesse à répandre la manne à laquelle elle avait accoutumé les industriels du sucre de canne. Mais ce désengagement supposait d'autres créneaux d'enrichissement. Ils furent vite connus: le tourisme, la distribution, la spéculation foncière. Comment est-ce que vous Eugène, c'était en... Mais c'était en Port-Louisien avant tout. Donc on te connaît lui. Il était passé assez souvent
à l'Office municipal de la culture à l'époque. Là, il a fait l'éveil, il a passé côté Bélia, il a passé côté nous, en foyer là, pour faire un petit causer. J'ai dit qu'il a passé, avant il est parti Pierre Cadet, il a fait un petit escale, et il a passé après. Ah, donc nous avons passé. Voilà, c'était. Oh, il était simple, il était simple. Il n'y a pas de complications. Et j'ai une c'est que tu es quand même un dentiste. Oui, c'est pourquoi tu es dentiste, c'est pourquoi tu es un dentiste de qualité. Pourquoi tu as ça? Et que vous avez c'était un qui j'ai intégré. Moi, il était en voiture, pas en voiture. C'est très très simple, extrêmement simple. Et qui partait qui était qu'à valeur à travers ça a été fait. Profession engagement etc. Non pas dans un paraître matériel, etc. Et qui était en capacité, en cas de relativiser, parce que tout simplement il était plus ou moins connaître les hommes. Et que j'ai non fonctionné. Et gens, nous malentours qui a fonctionné, il était scanné les hommes à l'initiation mais ça a été difficile. Donc on l'aide à parler, on a raconté un but qui peut-être douloureux par rapport à la relation avec le monde là. Mais en même temps, j'ai raconté lui, c'est lui ou pas vivre parce que lui-même c'est lui qui a eu ça. Et c'est un mot qui était en prise de la société, qui a gardé cette société-là avec des yeux bienveillants, si nous pouvons pas ça. Et il a gardé qui ont une société en nous qui est en fonctionné, les stables de tout le monde. C'est-à-dire que c'était quand même, c'était un groupe qui était idéologiquement, intellectuellement, ni en bitin. Gens qui étaient à fonctionner, pour avoir un cadre idéologique, qui était un cadre intellectuel. Donc, il était à analyser la société guadeloupéenne à travers l'engagement qu'il prend. L'engagement à Jeune Primasso, c'est que le pays a libéré de présence à colonialisme français et que les Guadeloupéens ont liberté à eux, responsabilité à eux. Pour diriger le pays. Et lui, il a engagé cette question-là. Il trappait une grosse déception sur cette question-là, c'est vrai. Et il subit un certain nombre de choses. Lui-même, c'est une question-là. Bon, laisse ça aller trop loin. Il était caroté quoi? Il pouvait qui décide parce qu'il était comme mon caractère, c'est vous qui était du caractère, pas beaucoup de gars qui comme ça. Donc il était dit comme ça pour moi à partir de là, il va dire bonjour. Finalement, il a dit pour telle raison. Donc l'autre bien écrit en butin. La preuve, c'est que nous faisons pièce qui a vu 43, c'est hygiène. Fondement même à pièce c'est basé à ça, hygiène écrit. Qu'est-ce qu'on a dit que les gars écrit pour lui, pour des sailles écrits là, pourquoi voit bien que c'est ni souvenir, mais ni recherche aussi dans ça qu'il écrit. Donc c'est vous qui avez poussé assez loin quand même. Engagement, ça a été l'écriture qu'il a fait, les écrits qu'il a fait. Qui a dans, j'ai été traité les choses qui peut être un exemple, qui peut être un repère, qui peut être un leader, même s'il parle encore, mais on peut essayer de calquer si démarche d'engagement, des démarches intellectuelles. C'est intéressant de lire ça. De lire qui gens ont décidé de attaquer la gendarmerie. Ça va pas être là dans ça, mais dans ça écrit. C'est important. Pas ça veut dire. Donc il y a pas les faits marocains qui a pas les faits marocains et il a fait vivre consulter là. Ouais, on va ça tout côté là. Il a raconté là parce que surtout les bitins qui vivent. Surtout les bitins qui vivent, il a décrit les bitins comme si là. Comme si vous l'organisez ça. Ouais. Pas vrai scène là. C'est pas en vidéo, mais voilà. Ouais, mais comment vous organisez la vidéo, on va tourner dedans.
Exactement. Pour lui, d'hier à aujourd'hui, de Eugène Plumasso. Pour lui, son bourg, son territoire, au fil de l'histoire. En grande terre, pour seulement 102 habitations, 5 quartiers étaient recensés, dont celui de la Pointe d'Antigue. Enfin, la Pointe d'Antigue avait un peu évolué. Si le fortin continuait à ne constituer qu'une bien dérisoire protection, les calibres 18 avaient été recensés à calibre 24. De petits ouvrages furent édifiés en d'autres points de la côte. Ainsi, l'une des nouvelles batteries se situait dans une rade magnifique qui fut appelée Port-Louis. Port en raison de sa belle façade maritime, Louis en hommage au roi Louis XIV. Tout étant prétexte à manifester allégeance à la royauté. Ainsi, les pointes et anses devenèrent, du nord au sud, anse Caraïbe, pointe plate, anse de Pinde, anse de l'Acajou, pointe des Mangles, anse de Souffleur, rade de Port-Louis, anse de Guéride, pointe de la Guéride, point gris-gris, etc. La paroisse de Notre-Dame du Bon Secours exista en 1730 et 1731. La célébration de sa création fut fixée le jour de la Visitation, 2 juillet. Cette date, premier dimanche de juillet, resta celle de la fête patronale de la commune. Sur le plan fait et levé le 4 octobre 1732 par François Amaudigue de Sainte-Maure, officier dans le régiment royal d'infanterie, figure la masse importante de l'église, celle du presbytère, implantée sur la grande concession bien délimitée qui avait été attribuée aux Capucins. Figure également sur le littoral la place d'Armes, son festin, ses casernes et, plus au sud, une vingtaine de demeures. Il y avait enfin tracé en pointillé 2 sentiers, figurant l'un parallèle à l'autre. La rue Shelcher, l'autre qui deviendra la rue Gambetta. Willy a dans Port-Louis d'hier et d'aujourd'hui ont extrait à Niblasan, qui a nous décattement à création à vous Port-Louis. Et qui j'ai ressenti auparavant sorti? Ressenti en moi, c'est que on vient connaître en l'autre pointe que bon on pas te connaître, en Caraïbe, on pas connaître lui. Pointe plate aussi, anse de Pinde, anse de l'Acajou aussi, pointe des Mangles non plus, anse du Souffleur on connaît. Et qui sont pas trouvé les façons à écrire Eugène? Pour moi, il a bien écrit, il a bien défini tout ça que défini pour lui, en partie à pour lui. Pour moi, il a bien écrit. Hein. On va comprendre tout ça qu'il a écrit. Est-ce que vous avez Eugène? Non. Peut-être qu'on voit, mais il n'a pas changé. Non, du tout. Mais en tout cas, il laissé un bel ouvrage pour nous. Un bel héritage. Ouais. Son nom Plumasso. Alors en P, j'ai mis pugnacité. Vous aimiez débattre, partager vos opinions. Liberté. Libre d'agir, libre de penser. Unité. Espérance pour vos compatriotes. Méticuleux. Vous aimiez les choses bien faites. Amitié. Vous aviez de la bienveillance. Sincère. On pouvait vous faire confiance. Sérieux. Vous faisiez votre travail consciencieusement. Enthousiaste. La recherche historique vous passionnait. Appliqué.
Attentif à la compréhension d'une idée et universelle, vous étiez un homme entier. Pour moi, Plumasso, c'est ça. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais moi en tout cas, le peu de temps, les choses que j'ai vécues avec lui, moi c'est ce que j'ai voulu mettre dans mon acrostiche à son moment. Je pense que vous avez saisi la substance de ce qu'il était. Ouais. L'acrostiche j'ai permis d'aller dans plusieurs domaines et on revient toujours à la même chose. Un homme d'engagement, un homme fidèle, un homme qui a pourtant été beaucoup trahi dans ses amitiés et un homme qui a donné de sa personne, de son argent, oui, de sa famille aussi. Et de lui-même. Ouais. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, je pense. Parce qu'il m'a parlé aussi que par rapport à sa retraite, donc il m'a dit des choses, effectivement. C'est un sacrifice, je pense que c'est un il a perdu beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui a accepté d'être sacrifié voilà. Et qui ne se plaignait jamais. Moi, jamais. Il ne se plaignait pas, donc c'est vraiment un homme comme on n'en fait plus, qui n'existe plus. Ouais, et ça, c'est heureux que vous ayez eu cette initiative de le mettre à l'honneur. Alors espérons que ces documents écrits, ces livres que vous avez encore, ils vont servir à des générations futures qui seront plus curieuses de savoir et de dire. En tout cas, nous, on les a à disposition pour les personnes effectivement qui voudront bien travailler là-dessus. Que quelqu'un un jour fera son mémoire ou son doctorat sur son œuvre. Et moi, comme ça, en venant, j'ai pris le Savinien et Monique et je suis tombée sur un paragraphe que je voulais bien vous lire. C'était la mi-août, un ciel sans nuages, un soleil radieux faisait les délices des bienheureux vacanciers qui avaient envahi Marie-Galante. Alors, tout d'abord, qu'on sache que Marie-Galante a été chère à mon oncle, il y est venu à cause de ma maman, qui a été nommée enseignante à Marie-Galante et qui a rencontré mon papa. Et donc, il venait chez voir ma maman, et je suppose que c'est là qu'il a rencontré son épouse, qui est de Marie-Galante. Savinien s'envola pour Toulouse via Paris. Sa joie éclatait comme les pétards lancés par des gamins au sortir de l'école. Il savait dans le secret de son cœur qu'il se rapprochait de celle qu'il aimait. De plus, confiant, il s'en allait vers du totalement nouveau, vers des enrichissements intellectuels, à la conquête d'une promotion sociale à l'Institut agronomique. Là, un des thèmes dans ce petit paragraphe, c'est l'école. L'école que mon oncle chérissait, sacralisait. Il savait que l'école était cette ascension sociale qui allait permettre aux Guadeloupéens de se construire. Et je pense qu'il y a mis tout son cœur. Je crois que mon oncle, quand il était arrivé en France, il était inscrit dans 2 universités. Il a fait médecine et je crois philosophie en même temps. Il faisait 2 études en même temps. Vous vous imaginez donc l'Antillais qui descend le train à la gare Matabio et qui découvre Toulouse à cette période de l'année n'est pas pris de dépaysement. Au départ de Savinien, la campagne verdoyait, les flamboyants fleurissaient. Il y avait encore fixé sur sa rétine les couleurs éclatantes, intenses, que la nature dispense à profusion. Une ville en couleurs s'offrit à lui, toute rose. Une alternance d'immeubles bas et de maisonnettes égayées de fleurs. Ici, triomphe la brique, la violette est reine. Au fur et à mesure que la connaissance de la cité s'approfondit, on saisit le mélange, énormité des grandes villes, intimité propre aux petites agglomérations. Je crois que Tonton Eugène a choisi Toulouse à cause de moi. J'étais à Toulouse et on parlait de Toulouse. Je n'en suis pas sûre, mais je me demande pourquoi Toulouse alors qu'il était à Bordeaux.
Savigny ne put s'empêcher d'avoir une pensée pour le paysan contraint de travailler dans des conditions climatiques si pénibles. La région toulousaine est un centre important de primeurs, de grains et de vins. Par rapprochement et association d'idées, il revit le coupeur de canne de son pays, courbé en deux, brûlé par le soleil, en but à la sécheresse qui toujours anéantit ses plantations et ses espérances. Le paysan, d'où qu'il soit, se dit-il, subit le même malheureux sort. Quand il est arrivé en France, c'était la guerre, et je crois que le manteau qu'il avait, c'est sa mère qui le lui a confectionné. Donc, elle ne disposait pas d'un tissu en laine. Elle a fait peut-être avec un tissu en drill, comme il y avait ici autrefois. Et pour se protéger du froid, il devait s'entourer de feuilles de papier pour donner de la couverture à ce manteau, pour donner de l'épaisseur à ce manteau. Donc lui, il était dans des conditions précaires et malgré ces conditions précaires, à qui pense-t-il quand il a froid? Il pense au paysan toulousain qui doit aller gagner sa pitance dans les champs de primeurs et en même temps aux paysans de son pays qui, sous le soleil, ont deux climats différents, mais il pense aux difficultés des deux personnages, aussi bien dans les pays tempérés que dans les pays chauds où il faut aller sous le soleil accablant, comme on dit, pour couper la canne du maître. Donc ça montre bien son engagement, son altruisme envers les hommes, d'où qu'ils soient, envers la misère, et il ne s'appesantit pas sur lui qui a foi avec son manteau. Il est très content d'avoir le manteau que sa mère lui a confectionné avec amour, avec ses petits moyens, et il va tout faire pour lui rendre honneur en travaillant correctement et en réussissant parfaitement. Ma part d'héritage d'Eugène Plumasso. 5e partie, le symbole. Sur le front de la guerre, la situation se retournait. Les armées allemandes subissaient l'irrémissible revers. Les forces alliées combattantes triomphaient. La vaillante commune de Port-Libre n'avait pas manqué l'occasion de se signaler par une action audacieuse. Elle donnait le feu vert à la rébellion ouverte. La journée du 30 avril 1943, commencée dans une monotonie suspecte, était largement entamée. Un imposant commando d'hommes et de femmes mêlé prit d'assaut la gendarmerie du bourg. Son objectif, récupérer les armes qui étaient entreposées. Mais les gendarmes, fâchants et pioches, ripostèrent. Du balcon, ils firent usage de leurs fusils et de grenades. L'opération réussit. Malheureusement, elle coûta la vie à 2 personnes. Un jeune homme fut tué sur le coup, au seuil de la gendarmerie. Un autre décéda des suites de ses blessures. 7 personnes furent plus ou moins grièvement atteintes. Pour empêcher le renfort des marins de la Jeanne d'Arc, qui se serait fait une joie de canarder à vue la population, les habitants démolirent une partie du pont de Gâchette. Les francs-tireurs se postèrent même dans le monde surplombant le pont pour bombarder de projectiles de toutes sortes les marins. Mais ces derniers arrivèrent par la mer, et Port-Libre fut assiégé, terrorisé. Le siège dura 2 longs mois. Au cours d'une des innombrables patrouilles qui eurent lieu, un homme fut encore tué. On conduisit au parquet plusieurs personnalités qu'on interrogea et menaça sans ménagement. Mais la solidarité joua pleinement. Les meneurs prirent le maquis, on ne les retrouvera jamais. En juillet 1943, les Antilles passèrent à la dissidence officielle. Ceux qui avaient sévi dans ces îles paisibles, un amiral, un général disparurent. L'ordre républicain se rétablit. Le gouverneur Saurin fut remplacé provisoirement par un haut-commissaire, puis par un nouveau gouverneur. On courait à la victoire. Le nazisme reculait, Séraphin est sculpté.
Qui j'aime pas sortir cet extrait-là en sortie là? Fort, très fort. Parce que on voit bien que les vérités ressurgissent à un moment donné. Il y a toujours une victoire après les passages où il y a la mort. Je trouve que c'est quand même un sujet d'actualité, où il y a plusieurs guerres dans le monde et que j'ai trouvé ça approprié. C'était un extrait qui a relaté ça qui a fait de jours aussi. Exactement. Donc, on voit que le n'a pas tellement changé. Ouais. Donc, ça veut dire que quand Pline écrit ça, Pline a une vision. Il était déjà visionnaire. Voilà. Il a une vision à ça qui est déjà passé. Mais oui. Donc, non seulement il a ressenti les choses qui étaient marquées, mais il a une vision à ça qui est arrivé. Tout à fait. Parce qu'à l'installation, nous avons des situations évoluées plus que ça. Plus que ça. Je vous lis un extrait de M. Eugène Plumasso dans le livre Port-Louis et la Grande Guerre. Port-Louis, petite commune qui semblait ne pas pouvoir émerger d'une longue série de malheurs, incendies vastes, répétés, tremblements de terre, choléra, située à la pointe nord de l'île, se classa parmi les plus sinistrés. Les édifices municipaux, eux aussi, sont rasés. Tout était à faire. Le maire Jacques Edwige et son équipe municipale comprirent qu'il fallait concevoir autrement et réaliser vite. Ah, oui. Ce silence découlait aussi de la permanence. Une soixantaine d'années après l'abolition de l'esclavage, du fait colonial, même dans la défense de la mère patrie, le fait colonial dominait l'idéologie française. Il confirmait cette réalité que les hommes sont bien peu de choses par rapport au système. Officiellement, bien sûr, étaient claironnés les mérites des troupes coloniales, leur sacrifice au service de la France. Dans les faits, les choses pouvaient être autres. Au niveau de l'opinion, il eût fallu faire de la part de la réelle sincérité de cette reconnaissance proclamée, celle de l'hypocrisie paternaliste, celle de la désapprobation raciste. Il s'était bien trouvé un officier français pour déclarer qu'il était préférable de donner des galons à un chien plutôt qu'à un nègre. Oui. Extrait de M. Eugène Plumasso, Le Monde cerné. Le matin du drame, pour certains, cette alliance particulière, éphémère cohabitation, concomitance de deux contraires est la démonstration du pouvoir de Dieu, qui peut créer en même temps le chaud et le froid. Bon Dieu qui a fait la loi. D'autres, elle est traduite par une image allégorique, diabla kamaye fiyaï, derrière l'église. Le diable, si c'était lui ou un esprit errant, maléfique, ou la fatalité, ça qui t'est pour fait, qui est fait, ça qui doit être fait, qui est fait, concocté, mijoté, un coup fumant. Les oiseaux d'habitude bruyants, pipirites chantants, si zèbres titillants, si crier pépiant et aussi cri-cri stridulent se cachaient et se taisaient en espérance du réchauffement et de la luminosité de l'atmosphère. À moins que ce fût en vertu de ce sens étonnant des animaux à pressentir la catastrophe. Le vent était tombé, nul bruissement des feuilles dans les arbres. La nature, hormis la fifine, s'était immobilisée. Tu avais aussi mon dès que tu connais. Si, on te connaît parce que tu viens souvent en médiathèque là. Donc, tu t'es Pas forcément, c'est que là où il était venu, il était commandé ou il était vrai, Venise en particulier. Venise en particulier, parce que c'était Mounaï.
Mounay. Quand il a dit bon Mounay. Donc on est envoyé la personne. Oui, on est envoyé, mais sans plus parce que c'était pas un bout qui était parler, et puis tu dit bonjour, et puis c'était bon.